De l'année, c'est relativement calme. On a l'impression que les investisseurs veulent un petit peu reprendre leurs esprits. Oui, c'est assez difficile de voir qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés d'ici la fin de la semaine ou même d'ici la fin de l'année. Il y a peut-être une échéance intéressante aujourd'hui, c'est Janet Yellen qui fait une conférence sur l'emploi. Donc on va bien écouter en fait qu'est-ce qu'elle a à dire et je dirais surtout en gros sur la productivité, c'est peut-être ce qui marche le moins bien parmi tous les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Et puis demain, il y aura le chiffre sur le produit national brut du troisième trimestre. C'est relativement important puisqu'on attend un chiffre élevé, 3,2, 3,3% de hausse, qui montrerait que l'économie américaine a réaccéléré d'ici la fin de l'année. Donc on a quand même besoin de cette confirmation pour être tout à fait tranquille d'ici les fêtes ou d'ici la fin de l'année avec nos positions sur le marché. Bon, discours de Janet Yellen à suivre, le dernier de l'année, et puis quelques chiffres encore tout au long de cette semaine pour les marchés américains. On a eu une enquête allemande aujourd'hui qui va plutôt dans le bon sens, la grande enquête IFO, le climat des affaires qui est à son plus haut niveau depuis 3 ans en Allemagne pour terminer cette année 2016, donc malgré tout ce qu'on a pu traverser, le Brexit, l'élection de Donald Trump ou encore le non au référendum italien. Un mot de Donald Trump justement, Grégory, dans quelle mesure est-ce que la diplomatie via Twitter de Donald Trump peut générer des perturbations pour les investisseurs? Le dernier exemple en date, c'est à nouveau avec la Chine. Donald Trump qui accuse la Chine d'avoir récupéré et volé un drone sous-marin américain en mer de Chine du Sud. Est-ce que c'est de nature, oui, à perturber quand même les investisseurs et les marchés? Je crois pas pour le moment. Je dirais que c'est surtout un sujet de plaisanterie. Par exemple, il a fait une faute de frappe dans son tweet sur la Chine. Il a dit que ce qu'avait fait la Chine n'était pas presidential, alors qu'il voulait dire qu'il n'y avait pas de précédent presidential. Donc c'était un peu drôle, mais en même temps, on a bien conscience que tôt ou tard, il faudra bien qu'il rende son BlackBerry ou son compte Twitter et que quelqu'un le contrôle, parce que c'est vrai qu'il ne fait que mettre un peu d'huile sur le feu sur des situations qui sont quand même en train d'être résolues. L'histoire de ce drone, en ce moment, les militaires américains sont en train de négocier avec les Chinois pour que les Chinois rendent cet appareil, alors que Trump, tout en s'énervant, a dit de toute façon, maintenant vous l'avez pris, vous l'avez volé, vous pouvez le garder. Ce qui n'est pas forcément très diplomatique. Bon, voilà pour les derniers développements en date. Donc effectivement, après les tweets de Donald Trump ce week-end, à nouveau contre le régime de Pékin. Donald Trump qui devrait recevoir, on l'imagine, le vote d'une majorité de grands électeurs. C'est l'enjeu du jour, l'enjeu politique du jour, Grégory. Il n'y a pas de surprise à attendre. Il n'y a pas de surprise, mais comme la Constitution des États-Unis est écrite, en fait, la surprise serait possible. Alors, elle n'arriverait pas. Mais le grand électeur, ces grands électeurs, je vous expliquerai peut-être plus tard comment ils sont choisis, c'est par État, ils représentent le même nombre de personnes que le nombre de députés par État. En fait, ils sont libres de leur vote et on pourrait imaginer dans l'absolu que des grands électeurs, même si leur État a voté pour Donald Trump, ou s'abstiennent ou votent contre. Ça, c'est jamais vu. Je crois qu'il y a un seul exemple, une fois d'un grand électeur qui n'a pas voté dans le sens du vote populaire de son État. Mais enfin, tout est possible si on veut garder un tout petit peu de suspense. De toute façon, là, il en faudrait une trentaine. Il en faudrait pas juste un. Il en faudrait beaucoup plus qu'un seul grand électeur qui se prononcerait en sa faveur contre son engagement. Absolument, tout simplement parce qu'il a pratiquement 90 grands électeurs d'avance, donc il faudrait en fait au moins 2 ou 3 États, que la majorité de ces grands électeurs dans 2 ou 3 États décident de voter contre Trump. C'est totalement impossible de toute façon, mais c'est un peu la beauté de la politique américaine qui essaye de préserver le plus de démocratie jusqu'au dernier moment. Oui, de suspense. On va tenter de préserver ce suspense, même s'il n'y a pas grand doute sur l'issue effectivement du vote des grands électeurs. Ce sera l'échéance politique du jour aux États-Unis. Et puis on le disait, plus proche des marchés peut-être, on attend ce discours de Janet Yellen prononcé sur le marché du travail. Grégory Volokin, on vous retrouvera tout à l'heure, juste après l'ouverture des marchés américains, sans grande tendance pour l'instant, tout comme les indices en Europe qui vont terminer, qui devraient terminer l'année en roue libre. Jean-Luc Hussac, on vous retrouve en duplex à Paris chez
Et on retrouve Grégory Volokhin en duplex de New York, le président de Mescart Financial Services. C'est un peu à chaud. Grégory, on est dans les affaires bancaires. Donc nous, on a la recapitalisation de Monte dei Paschi en Europe. Et puis on suit toujours la conclusion du litige entre Deutsche Bank et les autorités américaines. Toujours en négociation. A priori, c'est en train de s'accélérer. On pourra avoir un arrangement cette semaine. Et un petit peu comme tout le monde l'attendait, on ne sera pas sur le montant de 14 milliards de dollars d'amende qui avait été évoqué dans un premier temps par le département de la justice américain lui-même, qui était, et vous nous l'aviez dit à l'époque, Grégory, simplement une base de négociation de départ. Oui, et si je me souviens bien, à ce moment-là, en fait, Deutsche Bank avait provisionné, je crois, 5 ou 6 milliards d'euros. Voilà, c'était ça le chiffre. Donc, on peut se dire qu'ils avaient déjà une vague idée de ce qu'ils étaient prêts à payer. Donc, barre haute, 14 milliards, minimum que Deutsche Bank payerait ou maximum accepterait de payer 6 milliards. Ça sera sûrement un chiffre entre les deux. De toute façon, c'est une énorme amende, mais ça sera sûrement, vu qu'on connaît les marchés, bien reçu par les actionnaires de Deutsche Bank qui vont tourner la page quand même sur une histoire qui aura coûté très très cher à la compagnie. Bon, voilà, on attend donc un accord cette semaine avec le département de la justice américain. C'est ce que nous apportent des sources citées notamment par l'agence Reuters. Accord qui résulterait en une amende inférieure aux 14 milliards de dollars évoqués initialement par les autorités américaines. Et puis tiens, à propos d'amende, on a appris également qu'Apple allait faire appel cette semaine de la condamnation prononcée par Bruxelles, par la Commission européenne, et qui obligeait le groupe américain à rendre d'une certaine manière 13 milliards de dollars d'impôts impayés en Irlande. Et c'est vrai qu'après calcul, on s'aperçoit, la Commission européenne notamment s'est aperçue que Apple avait payé quasiment 0% d'impôts en 2014 par exemple en Irlande. Il y a eu un arrangement entre Apple et les autorités irlandaises qui pourrait ressembler, en tout cas du point de vue de la Commission européenne, qui est une aide publique illégale, et Apple est prêt à se battre contre ça. Oui, non seulement Apple est prêt à se battre, mais l'Irlande, évidemment, est aussi prêt à se battre. L'Irlande a beaucoup bénéficié des statuts exceptionnels d'imposition qu'ils ont accordés à différentes compagnies. En gros, la communauté européenne dit, mais ce que vous avez accordé comme avantage à Apple, vous l'avez pas accordé à d'autres. Mais c'est même pas vraiment exact, puisqu'il y a quand même beaucoup de compagnies qui bénéficient de ce statut particulier en Irlande. L'autre chose à dire, c'est que en fait, ça va un peu rejoindre aussi ce qu'on attend d'ici le début de l'année, ou en tout cas avec la nouvelle administration, cette fameuse amnistie fiscale pour le rapatriement de l'argent que les compagnies américaines ont en Europe. Alors, pourquoi ces compagnies gardent leur argent en Europe? C'est tout simple. Elles sont censées payer des impôts sur leurs gains, mais uniquement elles sont censées payer une fois que l'argent est rapatrié aux États-Unis. Et à ce moment-là, qu'une fois qu'il est rapatrié, le taux maximum d'imposition est de 35%. Donc les compagnies ont cherché à trouver une faille, et la faille, c'est tout simplement de garder et laisser s'accumuler ces énormes sommes d'argent en Europe. Tant qu'elles restent en Europe, elles ne sont pas taxées aux États-Unis. Ce que propose Donald Trump, c'est une sorte d'amnistie fiscale où les compagnies pourraient rapatrier leur argent, payer une pénalité peut-être de 10%, le chiffre n'est pas fixé, mais s'engager alors à utiliser ce cash, non seulement évidemment pour ce que les compagnies aiment beaucoup faire, comme racheter des actions, mais aussi pour investir. Alors on parle d'investir peut-être dans une banque qui va financer les infrastructures ou investir dans la formation professionnelle. Enfin tout ça c'est pas très très clair, mais on comprend à quel point, disons, cette question Apple en Irlande a aussi des liens avec ce que les compagnies en général vont faire de leur cash l'année prochaine selon les décisions de l'administration Trump. Oui, Donald Trump qui doit d'ailleurs encore être élu, Grégory, on le rappelle, mais c'est la procédure. Oui, les élections ont eu lieu, mais jusqu'à présent, on a voté pour de grands électeurs aux États-Unis. Et ces grands électeurs se réunissent aujourd'hui pour décider qui va être le prochain président des États-Unis, j'allais dire de la République. Non, le président des États-Unis d'Amérique. Normalement, il n'y a pas de surprise à attendre, ou est-ce qu'il y a quand même un peu de suspense, ou est-ce que c'est juste un storytelling démocrate là pour faire croire qu'il peut encore se passer quelque chose dans cette élection?
Disons, il aurait été possible d'imaginer une révolte des grands électeurs, parce que, en fait, voilà comment ça se passe. Quand vous êtes un Américain et que vous votez pour le président, en général, vous avez un choix entre un républicain et un démocrate, mais vous votez pas pour lui directement, vous votez pour un des grands électeurs de votre État. Alors, c'est quoi ces grands électeurs de votre État? C'est tout simplement des gens qui sont choisis pour représenter le nombre total de représentants et de sénateurs que chaque État a. Donc disons qu'un État a 30 sénateurs et députés, il y aura pour cet État 30 grands électeurs, et quand vous votez pour un président, vous votez pour le grand électeur. À ce moment-là, le grand électeur, en général, s'aligne sur la majorité, évidemment, qui a été choisie par l'électorat de chaque État. Maintenant, il a aussi le droit de changer d'avis, et c'est ça qui est, disons, un peu intéressant. Bon, sauf qu'il faudrait qu'il y en ait beaucoup qui changent d'avis pour qu'il y ait un véritable suspense et pour qu'on ait un renversement de situation surprenant. Il a quand même suffisamment d'avance en termes de nombre de grands électeurs au niveau du collège électoral, comme on dit, pour être certain de l'emporter, Donald Trump. Absolument. Je crois qu'historiquement, une fois, il y a eu un grand électeur qui a voté contre le vote populaire de son État. Il n'a pas été puni, d'ailleurs, pour vous rassurer. Mais c'est fort possible qu'il y en ait aussi un ou deux qui veulent s'opposer comme ça à Donald Trump. Mais je dirais 0% de chance qu'à la fin de la journée, Donald Trump ne soit pas le président élu des États-Unis et confirmé dans cette position. Bon, il se rapproche un peu plus de la Maison-Blanche, donc Donald Trump. Est-ce qu'il va modifier au fur et à mesure sa manière de faire, et notamment sur Twitter, et notamment vis-à-vis de la Chine, parce que voilà, toutes les semaines il s'en prend à Pékin ou au régime ou aux décisions du régime chinois. Donc là, on le rappelle, il accuse Pékin d'avoir récupéré, volé même un drone américain, un drone sous-marin qui circulait dans la mer de Chine du Sud, et la presse chinoise, évidemment, qui répond assez fermement au tweet de Donald Trump en disant qu'il y aura des mesures de rétorsion, que la Chine doit se montrer ferme. Est-ce que le marché ou est-ce que les investisseurs s'inquiètent là le début d'une escalade entre Pékin et Washington sous administration Trump, ou est-ce que ça reste pour l'instant simplement du domaine du tweet sur Twitter? Je pense que le marché voit ces tweets, comme vous dites, à deux niveaux. D'un côté, il y a toujours la démonstration de force, enfin des paroles fortes d'un Trump macho qui dit voilà, la Chine travaille contre les intérêts des États-Unis, etc. Et puis en même temps, le deuxième niveau, c'est qu'on voit que la diplomatie continue, les institutions continuent à fonctionner absolument normalement. Par exemple, dans le cas de la Chine, le langage de Trump a été très dur vis-à-vis de la Chine et de ce drone, et puis en même temps, on apprend que l'administration et les militaires négocient tout à fait calmement et tout à fait normalement avec la Chine pour résoudre ce petit incident. Donc je pense que les marchés ont relativement confiance de voir que d'un côté, c'est les paroles, et puis en fait, les actes, pour le moment, n'ont pas l'air du tout de suivre, sauf que c'est clair que pour le moment, Donald Trump n'est qu'un président élu, donc il ne peut que parler, il ne peut pas agir. Ça sera quand même intéressant de voir à partir du 20-21 janvier, la première fois qu'il aura des paroles extrêmement agressives, imaginons contre l'Iran par exemple, de voir si après, politiquement et diplomatiquement, les actes vont suivre. Mais pour le moment, disons, on n'en a pas eu encore évidemment l'expression. Bon, et puis quelques nouvelles là, qui font l'actualité pour terminer avec vous, Grégory. Il y avait le démarrage du dernier Star Wars Rogue One ce week-end. Ça a l'air de plutôt bien démarrer. Oui, il faut savoir que c'est donc le premier épisode d'une nouvelle série de 4 films que Disney va lancer une fois par année, en décembre. C'est très très bien fait, très bien réalisé. Il y a eu des très bonnes critiques et un gros succès, je dirais, non seulement d'estime mais aussi financier, puisqu'ils ont eu pour 155 millions de dollars d'entrée aux États-Unis et globalement dans le monde entier 290 millions. Alors juste pour situer un peu qu'est-ce que ça représente pour Disney ces sommes d'argent, il suffit de savoir une chose, c'est que le film a coûté 200 millions de dollars. Ça c'est le coût du film. Vous rajoutez là-dessus les coûts de promotion, de publicité, vous arrivez peut-être à 220, 230 millions. Le premier week-end, le film a donc déjà rapporté près de 300 millions globalement, et les chiffres qui s'articulent, c'est qu'on atteindra le demi-milliard de dollars pendant l'exploitation du film. Donc qu'est-ce que ça laisse penser? Ça laisse penser là que Disney a fait une très très bonne affaire en décidant de faire ces
ces séquelles, comme on dit, de Star Wars, et que ça va être des revenus récurrents sur les prochaines années pour la maison. Bon. En tout cas, chaque fois qu'il y a un nouveau Star Wars qui est sorti ces dernières années, ça correspondait à une hausse de taux de la Fed, Grégory. 2015, c'était pas la même série, mais c'était 16 décembre 2015, jour de sortie de Star Wars et jour de hausse de taux de la Fed, donc journée historique, et puis rebelote la semaine dernière avec les sorties de Rogue Nation et la décision de la Fed. Oui, c'est une statistique d'ailleurs extrêmement significative et il va falloir aussi, il y a une statistique très corrélée avec le S&P 500 qui marche à 90% des cas, c'est la vente du beurre au Pakistan. Et c'est très très intéressant de voir que quand les ventes de beurre augmentent sur une année au Pakistan, le S&P est en hausse. Donc je pense qu'on peut déjà prévoir un peu l'avenir de cette façon. On peut écrire un livre, je suis sûr, avec les corrélations un peu factices comme ça qu'on peut trouver entre les faits qui nous entourent et le marché. Merci beaucoup Grégory Volokin. Bonne séance à vous à New York, le président de Mescard Financial Services. Premier quart d'heure de séance effectivement pour les marchés américains qui repartent de l'avant. Enfin, ont-ils jamais arrêté d'avancer ces marchés américains? Non, mais on se rapproche toujours plus des 20 000 points 2016 et qui reste des affaires d'actualité en cette fin d'année. On a le lancement de l'augmentation de capital de Monte dei Paschi, la banque italienne qui est en train de renforcer ses fonds propres. Donc, lancement de l'opération d'augmentation de capital aujourd'hui. On verra si la banque italienne arrive à s'en sortir avec le seul secteur privé ou si elle aura besoin finalement d'un soutien public via le gouvernement italien. Et puis dans les affaires de litige, on a l'affaire Deutsche Bank qui pourrait bien être soldée avec la justice américaine cette semaine. C'est ce qu'indiquent en tout cas des sources citées par l'agence Reuters qui précisent par ailleurs que le montant de l'amende dont devrait s'acquitter Deutsche Bank sera finalement bien inférieur aux 14 milliards de dollars qui avaient été initialement annoncés par le département américain de la justice. Et c'est vrai qu'à l'époque le chiffre avait ému par son ampleur, mais il s'agissait bel et bien d'une base de négociation pour le département américain de la justice, des négociations qui pourraient donc trouver un accord cette semaine. On en parlait tout à l'heure avec Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York. À ce moment-là, en fait, Deutsche Bank avait provisionné, je crois, 5 ou 6 milliards d'euros. Voilà, c'était ça le chiffre. Donc, on peut se dire qu'ils avaient déjà une vague idée de ce qu'ils étaient prêts à payer. Donc, barre haute, 14 milliards. Minimum que Deutsche Bank payerait ou maximum accepterait de payer 6 milliards. Ça sera sûrement un chiffre entre les deux. De toute façon, c'est une énorme amende, mais ça sera sûrement, vu qu'on connaît les marchés, bien reçu par les actionnaires de Deutsche Bank qui vont tourner la page quand même sur une histoire qui aura coûté très très cher à la compagnie. Bon, voilà, on attend donc un accord cette semaine avec le département de la justice américain. C'est ce que nous apportent des sources citées notamment par l'agence Reuters. Accord qui résulterait en une amende inférieure aux 14 milliards de dollars évoqués initialement par les autorités américaines. Et puis tiens, à propos d'amende, on a appris également qu'Apple allait faire appel cette semaine de la condamnation prononcée par Bruxelles, par la Commission européenne, et qui obligeait le groupe américain à rendre d'une certaine manière 13 milliards de dollars d'impôts impayés en Irlande. Et c'est vrai qu'après calcul, on s'aperçoit, la Commission européenne notamment s'est aperçue que Apple avait payé quasiment 0% d'impôts en 2014 par exemple en Irlande. Il y a eu un arrangement entre Apple et les autorités irlandaises qui pourrait ressembler, en tout cas du point de vue de la Commission européenne, qui est une aide publique illégale, et Apple est prêt à se battre contre ça. Oui, non seulement Apple est prêt à se battre, mais l'Irlande, évidemment, est aussi prêt à se battre. L'Irlande a beaucoup bénéficié des statuts exceptionnels d'imposition qu'ils ont accordés à différentes compagnies. En gros, la communauté européenne dit, mais ce que vous avez accordé comme avantage à Apple, vous l'avez pas accordé à d'autres. Mais c'est même pas vraiment exact, puisqu'il y a quand même beaucoup de compagnies qui bénéficient de ce statut particulier en Irlande. L'autre chose à dire, c'est que en fait, ça va un peu rejoindre aussi ce qu'on attend d'ici le début de l'année, ou en tout cas avec la nouvelle administration, cette fameuse amnistie fiscale pour le rapatriement de l'argent que les compagnies américaines ont en Europe. Alors, pourquoi ces compagnies gardent leur argent en Europe? C'est tout simple. Elles sont censées payer des impôts sur leurs gains, mais uniquement
elles sont censées payer une fois que l'argent est rapatrié aux États-Unis. Et à ce moment-là, qu'une fois qu'il est rapatrié, le taux maximum d'imposition est de 35%. Donc les compagnies ont cherché à trouver une faille, et la faille, c'est tout simplement de garder et laisser s'accumuler ces énormes sommes d'argent en Europe. Tant qu'elles restent en Europe, elles ne sont pas taxées aux États-Unis. Ce que propose Donald Trump, c'est une sorte d'amnistie fiscale où les compagnies pourraient rapatrier leur argent, payer une pénalité peut-être de 10%, le chiffre n'est pas fixé, mais s'engager alors à utiliser ce cash, non seulement évidemment pour ce que les compagnies aiment beaucoup faire, comme racheter des actions, mais aussi pour investir. Alors on parle d'investir peut-être dans une banque qui va financer les infrastructures ou investir dans la formation professionnelle. Enfin tout ça c'est pas très très clair, mais on comprend à quel point, disons, cette question Apple en Irlande a aussi des liens avec ce que les compagnies en général vont faire de leur cash l'année prochaine selon les décisions de l'administration Trump. Oui, Donald Trump qui doit d'ailleurs encore être élu, Grégory, on le rappelle, mais c'est la procédure. Oui, les élections ont eu lieu, mais jusqu'à présent, on a voté pour de grands électeurs aux États-Unis. Et ces grands électeurs se réunissent aujourd'hui pour décider qui va être le prochain président des États-Unis, j'allais dire de la République. Non, le président des États-Unis d'Amérique. Normalement, il n'y a pas de surprise à attendre, ou est-ce qu'il y a quand même un peu de suspense, ou est-ce que c'est juste un storytelling démocrate là pour faire croire qu'il peut encore se passer quelque chose dans cette élection? Disons, il aurait été possible d'imaginer une révolte des grands électeurs, parce que, en fait, voilà comment ça se passe. Quand vous êtes un Américain et que vous votez pour le président, en général, vous avez un choix entre un républicain et un démocrate, mais vous votez pas pour lui directement, vous votez pour un des grands électeurs de votre État. Alors, c'est quoi ces grands électeurs de votre État? C'est tout simplement des gens qui sont choisis pour représenter le nombre total de représentants et de sénateurs que chaque État a. Donc disons qu'un État a 30 sénateurs et députés, il y aura pour cet État 30 grands électeurs, et quand vous votez pour un président, vous votez pour le grand électeur. À ce moment-là, le grand électeur, en général, s'aligne sur la majorité, évidemment, qui a été choisie par l'électorat de chaque État. Maintenant, il a aussi le droit de changer d'avis, et c'est ça qui est, disons, un peu intéressant. Bon, sauf qu'il faudrait qu'il y en ait beaucoup qui changent d'avis pour qu'il y ait un véritable suspense et pour qu'on ait un renversement de situation surprenant. Il a quand même suffisamment d'avance en termes de nombre de grands électeurs au niveau du collège électoral, comme on dit, pour être certain de l'emporter, Donald Trump. Absolument. Je crois qu'historiquement, une fois, il y a eu un grand électeur qui a voté contre le vote populaire de son État. Il n'a pas été puni, d'ailleurs, pour vous rassurer. Mais c'est fort possible qu'il y en ait aussi un ou deux qui veulent s'opposer comme ça à Donald Trump. Mais je dirais 0% de chance qu'à la fin de la journée, Donald Trump ne soit pas le président élu des États-Unis et confirmé dans cette position. Bon, il se rapproche un peu plus de la Maison-Blanche, donc Donald Trump. Est-ce qu'il va modifier au fur et à mesure sa manière de faire, et notamment sur Twitter, et notamment vis-à-vis de la Chine, parce que voilà, toutes les semaines il s'en prend à Pékin ou au régime ou aux décisions du régime chinois. Donc là, on le rappelle, il accuse Pékin d'avoir récupéré et volé même un drone américain, un drone sous-marin qui circulait dans la mer de Chine du Sud, et la presse chinoise évidemment qui répond assez fermement au tweet de Donald Trump en disant qu'il y aura des mesures de rétorsion, que la Chine doit se montrer ferme. Est-ce que le marché ou est-ce que les investisseurs s'inquiètent là le début d'une escalade entre Pékin et Washington sous administration Trump, ou est-ce que ça reste pour l'instant simplement du domaine du tweet sur Twitter? Je pense que le marché voit ces tweets, comme vous dites, à deux niveaux. D'un côté, il y a toujours la démonstration de force, enfin des paroles fortes d'un Trump macho qui dit voilà, la Chine travaille contre les intérêts des États-Unis, etc. Et puis en même temps, le deuxième niveau, c'est qu'on voit que la diplomatie continue, les institutions continuent à fonctionner absolument normalement. Par exemple, dans le cas de la Chine, le langage de Trump a été très dur vis-à-vis de la Chine et de ce
drone. Et puis en même temps, on apprend que l'administration et les militaires négocient tout à fait calmement et tout à fait normalement avec la Chine pour résoudre ce petit incident. Donc je pense que les marchés ont relativement confiance de voir que d'un côté c'est les paroles et puis en fait les actes pour le moment n'ont pas l'air du tout de suivre. Sauf que c'est clair que pour le moment Donald Trump n'est qu'un président élu, donc il ne peut que parler, il ne peut pas agir. Ça sera quand même intéressant de voir à partir du 20-21 janvier la première fois qu'il aura des paroles extrêmement agressives. Hein. Imaginons contre l'Iran par exemple, de voir si après politiquement et diplomatiquement les actes vont suivre. Mais pour le moment, disons, on n'en a pas eu encore évidemment l'expression. Bon, et puis quelques nouvelles là, qui font l'actualité pour terminer avec vous, Grégory. Il y avait le démarrage du dernier Star Wars Rogue One ce week-end. Ça a l'air de plutôt bien démarrer. Oui, il faut savoir que c'est donc le premier épisode d'une nouvelle série de 4 films que Disney va lancer une fois par année, en décembre. C'est très très bien fait, très bien réalisé. Il y a eu des très bonnes critiques et un gros succès, je dirais, non seulement d'estime, mais aussi financier, puisqu'ils ont eu pour 155 millions de dollars d'entrée aux États-Unis et globalement dans le monde entier 290 millions. Alors juste pour situer un peu qu'est-ce que ça représente pour Disney ces sommes d'argent, il suffit de savoir une chose, c'est que le film a coûté 200 millions de dollars. Hein, ça c'est le coût du film. Vous rajoutez là-dessus les coûts de promotion, de publicité, vous arrivez peut-être à 220, 230 millions. Le premier week-end, le film a donc déjà rapporté près de 300 millions globalement. Et les chiffres qui s'articulent, c'est qu'on atteindra le demi-milliard de dollars pendant l'exploitation du film. Donc qu'est-ce que ça laisse penser? Ça laisse penser là que Disney a fait une très très bonne affaire en décidant de faire ces séquelles, comme on dit, de Star Wars, et que ça va être des revenus récurrents sur les prochaines années pour la maison. Bon. En tout cas, chaque fois qu'il y a un nouveau Star Wars qui est sorti ces dernières années, ça correspondait à une hausse de taux de la Fed, Grégory. 2015, c'était pas la même série, mais c'était 16 décembre 2015, jour de sortie de Star Wars et jour de hausse de taux de la Fed, donc journée historique, et puis rebelote la semaine dernière avec les sorties de Rogue Nation et la décision de la Fed. Oui, c'est une statistique d'ailleurs extrêmement significative et il va falloir aussi, il y a une statistique très corrélée avec le S&P 500 qui marche à 90% des cas, c'est la vente du beurre au Pakistan. Et c'est très très intéressant de voir que quand les ventes de beurre augmentent sur une année au Pakistan, le S&P est en hausse. Voilà, il faut surveiller les ventes de beurre au Pakistan pour essayer de savoir quelle sera l'évolution du S&P 500. C'était Grégory Volokin qui nous accompagne chaque après-midi, vous le savez, depuis New York, le président de Mescart Financial Services, les marchés américains positifs. On est à une centaine de points des 20 000 pour le Dow Jones, plus 0,3% actuellement à Wall Street, et des marchés en Europe qui marquent une pause. C'est vrai qu'on est sur les dernières séances de l'année. Tout le monde espère qu'on va terminer un peu en roue libre, sans casse désormais sur ce marché européen.